Et bien voilà qu'on se retrouve pour un épisode numéro 2, donc officiellement le troisième, mais vu que j'ai fait un épisode 0, ce sera le numéro 2 dans la numérotation. Avec ma foi un certain plaisir, étant donné que je prends toujours beaucoup de plaisir à produire ces épisodes, et que, ma foi, je trouve toujours des thèmes assez intéressants à développer. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est l'assise intérieure. Alors l'assise intérieure, ça peut un peu vouloir tout et rien dire, donc je vais prendre un temps pour définir quelques termes avant d'attaquer ce sujet, étant donné que, on pourrait dire c'est que des mots, mais ce serait mal connaître Wittgenstein, Korzybski. La sémantique conditionne le psychisme et plus particulièrement conditionne la façon dont la conscience approche l'expérience, donc au final la qualité de notre vécu. Et si je devais rappeler quelque chose, ici on est juste en train d'agiter des mots, hein. C'est la seule chose qu'on fait. On réarticule des mots, on leur donne un certain ordre, on crée une pensée, on ordonne les choses, on met de l'ordre dans le chaos sémantique. Donc on essaie de symboliser au final un vécu, quelque chose, une expérience, quelque chose de palpable, et de le rendre impalpable pour qu'il soit transmissible. Car jusqu'à aujourd'hui, à ce que je sache, on n'a pas encore trouvé le câble Link qu'on met, comme pour les Game Boy, d'un cerveau à un cerveau pour transmettre une expérience de façon directe. Donc voilà, on se retrouve ici à communiquer. J'aimerais définir une notion, ma foi, importante, car après avoir passé du temps emprisonné dans cette dernière, j'ai pris un sacré taquet au moment où j'ai réalisé une certaine distinction entre cette notion et une autre. Et ça fait souvent ça en fait. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, on est dans un genre de corner de notre esprit, un genre de couloir. On voit les choses d'une façon, on a l'impression que c'est stable, c'est sûr, et un jour quelqu'un vient mettre un petit peu de mouvement dans tout ça, en nous apportant une nouvelle perspective, une nouvelle vision, et d'un coup tout change pour nous. Comme si on s'était trompé jusqu'alors et que maintenant il fallait réarticuler toute notre façon de voir le monde. Alors bien sûr, c'est pas exactement ça, hein. Bien sûr, un peu de nuance serait approprié. Peut-être que cette notion peut juste venir enrichir le palmarès et la quantité d'armes que nous avons à notre disposition. Et peut-être qu'on n'est pas obligé de tout remettre en question. Peut-être que si on ressent ça, c'est qu'on s'est laissé hypnotiser par une doctrine intérieure pendant trop longtemps. Peut-être qu'on avait effectivement le cerveau, la conscience trop en fermeture. Peut-être qu'on avait défini notre modèle de monde autour d'une seule notion, une seule pensée, une seule façon de faire. Ce serait une bonne explication au fait que ça nous perturbe autant. Eh bien, les notions que j'aimerais mettre en perspective, c'est déjà la notion d'attachement. Il est vrai que les bouddhistes vont avoir tendance à nous dire que le désir est la cause de toute souffrance. Le désir est la cause de toute souffrance, donc c'est lorsque l'on s'attache à quelque chose, qu'on en a fervemment envie, que la souffrance peut apparaître. Car on peut nous la retirer, on peut nous empêcher d'y accéder, ou on peut ne pas obtenir pleine satisfaction en n'ayant pas le désir pleinement satisfait. On peut ne pas atteindre le but, pas atteindre l'objectif. Et là, le désir s'en va frustré, se créer ainsi de la souffrance et de l'insatisfaction. Eh bien, ce serait donc dans la voie du détachement qu'on pourrait trouver une forme de paix, un calme, une assise intérieure. Malheureusement, il y a toujours des pièges. Encore une fois, la sémantique conditionne fortement la façon dont on va approcher l'expérience. Si je vous dis maintenant, ok, le détachement est la voie, vous allez essayer de vous détacher de tout ce que vous avez dans votre vie. Ok, non, ça j'y étais attaché, ma maison, mes enfants, ma famille, mon chien, que sais-je, mon entreprise, mes passions, mes hobbies, mes idéaux politiques. Et là, bam, mouvement de détachement. Alors ça peut être bien dans un certain contexte, pas dans un autre. Et le poison de l'un est le remède de l'autre, et vice-versa. Donc moi, m'adressant comme ça à une frange de population extrêmement large et variée, n'ayant pas une personne en entretien individuel, c'est là tout l'intérêt de la relation de cœur à cœur, d'âme à âme, eh bien je ne peux pas me permettre de délivrer un propos de ce genre. Je suis obligé de le nuancer, car je risque, en donnant le remède de l'un, donner un poison à l'autre. Donc la façon que j'ai trouvé de monter en trialectique, et non pas en dialectique attachement-détachement, c'est la notion que je trouve un peu intermédiaire. Toujours trouver la voie du milieu, et ça c'est une bonne façon de ne pas se laisser capturer hypnotiquement. Il y a plusieurs façons de
d'éluder la binarisation. Dès qu'on voit le monde en deux occurrences, on n'est pas en train d'utiliser son néocortex, on est en train d'utiliser son cerveau limbique. Donc, la vraie réflexion commence à partir de trois occurrences. Donc, montons en trialectique. Une méthode pour ça, ce serait de choisir entre les deux extrêmes la voie du milieu. Mais on est encore contenancé par les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'on a une carte du monde qui est encore une fois, je vous renvoie au podcast 0, la carte et le territoire, une carte du monde qui a été tracée hypnotiquement par quelqu'un, un extrême puis l'autre, et nous on se positionne encore dans ce spectre, on prend encore la voie du milieu. Une autre option pourrait être de trouver une troisième voie, qui n'a rien à voir avec la voie 1 et la voie numéro 2. Dans le contexte, encore une fois, détachement, attachement, on pourrait essayer de trouver une alternative. Ça demande un petit peu de glucose, donc là je vais pas me permettre de le faire, parce que j'ai plutôt un cadre à apporter, il ne faut pas que j'oublie mes idées. Mais voilà, tu as l'option à disposition. Troisième voie, voie du milieu, et ensuite, ce serait l'outil le plus adapté, serait justement d'aller venir soulever ce qu'il en résulte. C'est-à-dire, la question c'est faut-il être détaché ou être attaché ? Et on pourrait retourner avec une troisième perspective, une troisième question, qui est, l'attachement est-il une chose en soi ? L'attachement est-il de fait ? Peut-on contrôler sa capacité à être attaché, à être détaché ? Et là, ça élude tout à fait la question. Ça pose une autre perspective, un autre angle. Bon, je vais apporter une troisième voie qui ne respecte pas totalement ces codes, quoique, parce que il y a aussi une autre voie pour se débinariser qui va être simplement obtenir le troisième terme qui émerge des deux premiers. Et moi, le troisième terme qui émerge, que je vois, c'est le non-attachement. S'attacher, c'est proactif, c'est aller vers. Se détacher, c'est la même chose, c'est proactif, c'est aller vers quelque chose. Malgré que on s'extrait de quelque chose, on va vers autre chose, on va vers un détachement. Le non-attachement, de même manière que je crois que c'est la méthode apophatique pour décrire Dieu, c'est-à-dire de le décrire par la négation, ce qu'il n'est pas, plutôt que ce qu'il est, c'est un changement de perspective. Eh bien, quand on se détache ou qu'on s'attache, on a ce mouvement. Quand on est dans le non-attachement, vu qu'on n'est pas dans une action, pas quelque chose de proactif, on va avoir tendance un petit peu à pas trop comprendre comment ça marche. Eh bien, le non-attachement reste une posture intermédiaire où l'on fait des choses, mais sans avoir à s'attacher ou à se détacher, sans avoir à juguler en permanence ce rapport de l'intérieur vers l'extérieur, sans au final dépendre du résultat, dépendre de ce qu'on fait, de la qualité de ce qu'on fait, de l'activité, de la forme extérieure. Bref, on agit et c'est tout. Depuis un plein de soi, depuis un état pratiquement non duel où en fait, action, non-action n'est pas une question, il y a quelque chose qui se déroule. Que ce soit du rien, du plein, ça n'a pas d'importance. Et on voit bien là, l'état quasi mystique que ça décrit en fait, un état où au final, on serait proche de l'indifférencié, mais visiblement, quelque chose apparaît, un mouvement, une envie, un désir, quelque chose se passe, tout en gardant toujours le pied de recul. Comme disait mon père, je vais la citer encore et encore celle-là parce qu'elle s'adapte à plein de contextes, un pied dans le monde, un pied hors du monde. Et là, pour le cas, eh bien, on est parfaitement accordé avec cette maxime. Une autre terminologie que j'aimerais aborder avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est la différence entre le terme désidentification et dissociation. On va avoir tendance, lorsque l'on recherche la paix intérieure et une sorte d'apaisement, comme j'ai pu le mentionner avant, s'éloigner des désirs, et pour ça, un état dissociatif peut apparaître dans le sujet recherchant. L'état dissociatif, comment le séparer, le différencier de l'état de désidentification ? Eh bien, dans l'état de désidentification, on continue de ressentir, on continue d'être, de vivre, à même intensité, voire à pleine intensité. Simplement, on a ce pas de côté qui nous dit « ce n'est pas totalement moi, c'est un morceau, ce n'est pas ce à quoi je me résume, je ne suis pas dépendant de cela ». À la même manière qu'on pourrait fumer une cigarette en pleine conscience, sentir la fumée rentrer dans les poumons, la dopamine se
se répandre dans notre système nerveux et garder le pas de côté, de dire c'est un plaisir comme un autre. Je prends tout autant de plaisir à respirer, toute chose est égale par ailleurs à un certain point. La dissociation, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus pernicieux surtout, beaucoup plus délétère si on veut normer une forme de santé mentale, même si c'est pas du tout mon approche, mais il est vrai que ça a des effets, ma foi, plutôt négatifs. Et on va assez naturellement, dans le biais de notre socioculture ambiante, tendre vers une approche plutôt désidentifiée que dissociée, si on souhaite aller vers ces choses-là. De la dissociation, il y a vraiment cette sensation de ne pas être réellement propriétaire de son corps. Certes, le pas de la désidentification nous permet d'avoir un cran de recul par rapport au corps, mais on s'en sent toujours le propriétaire et on s'y sent toujours attaché. Dans la dissociation, on a complètement oublié ce lien entre la conscience et le corps. Donc toutes ces phrases qui peuvent être le remède de l'un, mais le poison de l'autre, de « tu n'es pas ton nom, tu n'es pas ton ego, tu n'es pas ton corps, tu es plus que cela, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions », sont en effet le remède de l'un qui a besoin d'aller vers ça, qui est trop incarné, qui est trop capturé hypnotiquement, qui se définit trop par la forme, par le monde matériel, par le physique, et qui n'a pas d'accès au spirituel et qui doit aller dans ce chemin. Mais c'est aussi le poison de l'autre, qui est trop dans l'indifférence, qui est trop dans le chaos, pas assez ancré, pas assez incarné, pas assez propriétaire, pas assez ancré. Donc, on voit bien les subtilités d'un discours grand public qui ne peut être amené d'une façon correcte s'il n'y a pas toute cette mise en contexte. Et là, ça fait 11 minutes 55 que je parle. Je suis dans un état particulier. J'ai préparé mon être à délivrer ce propos par une préparation mentale, une articulation de mes pensées, mais aussi par une alchimisation intérieure me permettant d'être dans la bonne posture physiologique, d'ouverture de conscience, etc., etc. D'avoir du temps, d'être apaisé, d'être dans un cadre, un environnement, quelque chose, d'avoir cet élan aussi, ce pneuma, pas seulement le logos, qui me permettent de délivrer ce propos de la bonne façon. On voit bien toutes les circonstances réunies pour délivrer un propos approprié pour du grand public, tout en n'oublions pas que rien n'est parfait et qu'il y a un trou inhérent dans le langage. Et tout en sachant que je n'ai aucune maîtrise sur ce qui sort au final de plus loin que mon corps et que je ne sais pas comment ce message va être reçu. Tout ce que j'ai pu faire, c'est m'assurer que ma partie respecte certains critères éthiques mis en place par moi-même et une forme de déontologie. Donc, ceci étant posé, on va aborder le nerf de la guerre, le sujet du jour, l'assise intérieure. J'ai mis une photo. Je pense que je vais mettre celle du moine méditant dans le noir en tant que miniature de ce podcast. Et je t'invite à méditer sur ce symbole. Le symbole du moine méditant dans le noir, c'est pas une connerie. Si on a utilisé le mot assise intérieure, c'est un symbole pour transmettre encore une fois un ressenti, une expérience, un état d'être. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont à l'intérieur d'eux quelqu'un, quelque chose, une représentation mentale, là qu'on va construire ensemble, bref, un ressenti de quelque chose qui est assis, de la même façon que le moine méditant. Et d'autres, malheureusement, ou en retirant toute valence émotionnelle, positive, négative, bien mal, d'autres ont plutôt quelqu'un qui court, qui est essoufflé à l'intérieur, qui est en sueur, qui est là, qui cherche quelque chose indéfiniment, qui a le ventre vide. Ça aussi, c'est une très bonne image. Ventre vide, ventre plein. Il y en a, à l'intérieur, c'est plein. Il y a un plein de soi. D'autres, c'est un vide d'eux. Un vide de soi, un vide d'eux-mêmes. Eh bien, c'est pour ça qu'avant ce podcast, typiquement, pour reprendre la métaphore dans son application concrète, j'ai mangé. J'ai mangé parce que poursuivre cette idéologie du jeûne intermittent et quand on est sous stress, on réagit mieux. Ah oui, mais dans cette façon-là, ventre vide, l'énergie qui nous emmène vers l'extérieur, c'est une énergie de je dois prendre quelque chose. C'est utiliser notre système évolutionniste qui a pour but
d'aller trouver une ressource à l'extérieur en le triquant, en lui faisant croire qu'on va l'avoir par l'action qu'on est en train de faire. Bon, dans la société actuelle, c'est plutôt adapté parce qu'en effet, quand on fait un propos public comme ça augmente la qualité de notre image sociale, qui augmente le niveau de confiance que les gens vont avoir envers nous, et l'argent étant un médiateur de confiance, ça va du coup potentiellement à moyen long terme augmenter nos flux de revenus monétaires, qui est échangeable contre des denrées alimentaires. Certes, c'est quand même très extrapolé. On produit quand même un stress à notre organisme, le considérant comme un objet sous notre contrôle, et sans lui donner forcément la gratification immédiate qu'il recherchait par cette action. Ce qui lui envoie un message qui le place en dissonance cognitive de « mais si je me mets en stress comme ça et que j'obtiens pas de ressources, mais c'est que c'est peut-être impertinent mes actions quelque part. Peut-être qu'il faut que je revoie mon modèle. » Et avec cette contre-volonté du logos qui sait que c'est une bonne chose à faire pour le long terme, derrière qui dit non, on va continuer comme ça. Et il s'use, et il s'use, et il s'use. Bon, ceci étant dit, la partie est longue. Toujours étant que certaines personnes, maintenant je vais détruire l'hypnose que j'ai créée, n'ont pas forcément en permanence un moine intérieur à l'intérieur d'eux, et d'autres ne sont pas ces personnes-là avec un petit bonhomme qui court. Peut-être que c'est plus une alternance des deux. Peut-être que ce propos-là que je propose en troisième terme, qui nous sort de cette binarisation, comme j'ai bien contextualisé au début, refais-toi le début si c'est pas encore clair, eh bien peut-être que cette alternance est un peu plus proche du réel. Peut-être que c'est plutôt ça. Peut-être qu'on alterne d'un état à l'autre et qu'il y a des ratios, des personnes qui en effet, finalement, se retrouvent une plus grande proportion, une plus grande part de leur vie dans la situation de l'assise intérieure. Calme, posé, ventre plein. Tout va bien. Je reçois. Je ne dois pas aller tout chercher. Je ne suis pas en situation de survie. C'est important cette distinction car si je commence à couper le monde en deux, étymologiquement, je suis diabolique. Dia, diabole, diabalein, coupé, séparé, envoyé à travers. Bon, c'est une approche, me direz-vous. Pas de bien et de mal à poser là-dessus. Mon éthique, mes recherches, ma subjectivité, car tout part de là, je l'ai bien contextualisé dans le podcast 0, me crée un petit peu de résistance avec cette idée. Donc je suis obligé de réunir, de symboliser. Symbole qui vient de Symbolon, qui était ce petit médaillon partagé par des amis qu'il venait casser en deux pour se souhaiter bonne aventure et peut-être symboliser le fait qu'ils allaient se retrouver et se réunir. Donc, voici comment je réunis les choses sans, encore une fois, diaboliser, c'est-à-dire scinder, couper entre l'idéal du moi, qu'on serait en train de créer hypnotiquement, là, vous voyez bien hein, le tableau. Hein. Cette personne-là qui a une assise intérieure, qui a un moine à l'intérieur de lui-même, c'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaite atteindre. Et le moi effectif, qu'on aurait, encore une fois, capturé hypnotiquement dans une image de petit rat qui court dans sa cage, tout le temps essoufflé. Vous voyez la violence du propos. Vous voyez comment, en proposant une voie d'accès, en fait, je crée surtout une souffrance, avec encore un désir recréé à l'intérieur qui inévitablement perturbe l'individu dans ses représentations du monde et qui pourrait introjecter le fait qu'il est le petit rat et qu'il doit devenir le moine méditant pour atteindre l'apaisement. Et non, il n'y a rien à devenir. Tant qu'on utilise ce mécanisme-là hypnotique avec soi-même, qu'on place un idéal du moi à atteindre, eh bien, on rentre tout doucement dans la course du toujours plus. On rentre tout doucement dans la course du après. Je jouirai après. Plus tard, quand je serai devenu X, quand j'aurai obtenu Y. Et ça, malheureusement, c'est un des procédés les plus délétères pour la société actuelle. Cette course du toujours plus, qui nous incite à obtenir, qui nous incite à devenir. Vous voyez, c'est tout le problème du développement personnel. Et là, je vais faire une critique assez nichée.
le développement personnel, les réseaux sociaux auxquels je coparticipe, mais vous voyez bien toutes les précautions sémantiques que je prends et le pas de recul qui me coûte de l'audience, qui me coûte forcément toutes les personnes qui sont en dessous de 110, 115 de QI et qui n'ont pas la capacité d'attention, qui n'ont pas la capacité de filtrage, de triage des informations, qui n'ont pas l'appétence même, l'envie d'aller chercher des informations complexes et nuancées, qui préfèrent rester encore une fois dans de la diabolisation, de la binarisation, parce qu'encore une fois, je le rappelle, il n'y a qu'à partir de 3 occurrences qu'on utilise son néocortex. C'est bien plus simple de se positionner sur du double occurrence et de dire « Ah bah moi là je suis bien dans mon camp du bien, camp du mal, c'est les autres, etc. » Logique sacrificielle, et j'en passe et j'en passe. Ce n'est pas un épisode sur René Girard, donc on ira voir plus tard de ce côté-là, si vous le souhaitez, et je vous invite d'ailleurs à vous renseigner de votre propre chef. Car les épisodes qu'on fait là, c'est bien, malheureusement ce n'est pas suffisant. Je m'appuie sur un corpus théorique complexe, que j'ai nuancé avec les années, qu'il va falloir intégrer. Et en ça, je peux citer quelques auteurs qui sont des bonnes pistes de réflexion. Henri Laborie, René Girard, Jacques Lacan, Sébastien Villalba de la chaîne YouTube Hypnomachie, et bien d'autres, qu'on abordera peut-être plus tard. Mais revenons à nos moutons. Nombre d'informations gangrènent la société à nos jours. Et parmi ces informations, la plupart, la grande majorité, pour l'homo economicus, qui veut optimiser son temps, son argent et son énergie, vont être plutôt binarisés, car c'est un procédé hypnotique qui marche plutôt bien pour retenir de l'attention, attention qui va générer un flux de revenus, comme j'ai pu expliquer précédemment. Dans ce flux d'informations, il est important d'avoir la grille de lecture que j'ai apportée au début du podcast sur la dialectique, la trialectique, la façon de sortir en trouvant une troisième voie, etc., etc. Car si je reprends ces figures bibliques, antiques, les façons d'aller vers quelque chose qui semblerait être symbolique du divin seraient des méthodes plutôt holistiques, plutôt réunificatrices, plutôt harmonieuses, plutôt respectant une forme de totalité qui n'irait pas couper encore en petits bouts fragmentés. Et ce propos-là, malheureusement, encore une fois, après tout ce déroulement, c'est on ne peut plus clair, s'insère inévitablement dans une logique complexe qui demande un esprit développé. Et ça, on le retrouve d'ailleurs en herméneutique. Herméneutique, l'étude du sens caché des textes, avec l'image de la prostituée qui embrasse les pieds de Jésus, Jésus représentant l'état de l'humain éveillé, la prostituée représentant le mental fragmenté, pénétré de toutes parts par tout un tas d'influences variées et laissant tout entrer, sans aucune souveraineté propre. La prostituée qui essaye un repentir vers l'éveil qu'est Jésus, donc le mental fragmenté qui essaye de rentrer dans un état d'unité, doit commencer par embrasser ses pieds, c'est-à-dire les choses les plus accessibles. Car si le mental essaye d'embrasser l'éveil en pleine face, sur la bouche, ce sera un choc trop violent et incompris par le psychisme. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve avec la voie des psychédéliques. Ces jeunes-là qui partent en soirée, qui vont consommer ces substances-là, en fait, sans le savoir, réutilisent de la médecine ancestrale, médecine de l'âme, utilisée par des tribus dans les traditions chamaniques depuis des millénaires, d'une façon absolument inappropriée. Donc pour une fois, dire c'est mal, c'est une drogue, etc., ça peut quand même écarter des personnes non préparées à recevoir une vérité trop forte. Parce qu'en fait, les psychédéliques, quelque part, ça nous renvoie notre inconscient en pleine face. Notre inconscient qui est inconscient pour une bonne raison. L'inconscient, c'est un peu le tiroir caché de notre esprit où on va mettre tout ce qu'on n'est pas capable de digérer par le conscient là tout de suite. Et donc il en va d'augmenter sa conscience progressivement, d'apprendre de plus en plus à l'investiguer pour pouvoir ouvrir certaines portes qu'on ne pouvait pas ouvrir par avant de façon progressive. Et pas tout d'un coup. Parce que ce qui va en sortir n'est peut-être pas, et très certainement pas, digestible par l'individu d'un paquet.
malheureusement, c'est le cas de beaucoup, et c'est ces fameux restés perchés là qu'on appelle. Déjà, lorsqu'on a un bagage propre, qu'on a commencé par la philosophie, par la science, qu'on a approché tout doucement, la physique quantique, l'herméneutique, toutes ces disciplines, petit à petit, la sociologie qu'on a croisée, l'anthropologie, la psychologie expérientielle, etc., etc., etc. Et que petit à petit, on a commencé à intégrer les parts de notre ombre, et qu'on passe ce cap, sans être accompagné dans un contexte qu'on a nous-mêmes créé, une première expérience, etc., même si on prend toutes les précautions. Et j'en parle si bien parce que c'est mon cas. Le choc est brutal. Il va se passer tout un tas de rééquilibrage, de compensation sur la vie de tous les jours, des modes entiers d'être, des structures qui tenaient la personnalité jusque-là vont complètement changer, se synesthésier avec d'autres. Et on va arriver à un autre être de façon on ne peut plus brutale. Le propre du développement personnel, par exemple, c'est de développer. Et développer, c'est jamais une rupture brutale en général. Bien que ce soit le cas des gens qui changent brutalement, ça leur arrive, des événements traumatiques, des prises de conscience soudaines, voilà, ça nous frappe comme la foudre. C'est pas ce qu'il y a de plus simple pour le psychisme. Forcément, la progressivité, comme dans tout, amène des effets plus durables, plus stables. C'est un choix. Encore une fois, c'est une voie. Il n'y a pas de bien ni de mauvais. Il y a de l'adapter à des circonstances. Et il y a un lot d'avantages et d'inconvénients pour chaque perspective. Vous voyez que je ne suis pas ni relativiste, ni sorte d'absolutiste. Je suis perspectiviste. Ça dépend de là où on va se positionner, en fait, pour voir. D'un point de vue, il y a des avantages et des inconvénients, et ça tend à être plus des avantages que d'autres, mais d'un autre, c'est peut-être l'inverse. Donc encore une fois, chacun fait son micmac avec tout ça. Le tout est de mettre de la conscience. Moi, en fait, je suis juste là pour permettre un accès à l'information et une prise de conscience sur certaines choses. Après, la décision et le modus operandi en revient à l'individu, à la subjectivité, in fine, toujours. C'est d'ailleurs un peu la notion de responsabilité que j'emmène à travers mon propos. C'est qu'au final, le plus intéressant, c'est de faire des choses imparfaites, oui, car il n'y a que des choses imparfaites, mais de les assumer complètement. De ne jamais rejouer la logique sacrificielle en disant c'est à cause de l'autre, il m'a influencé. C'est à cause de telle source d'information. C'est parce que dans la société en ce moment, il y a plutôt ça qui est montré, il y a plutôt ça qui est poussé. Oui, il y a cette part de responsabilité, elle est à mettre en conscience. Nous ne sommes pas tout puissants, nous n'avons pas toute la responsabilité, mais in fine, il en va quand même de prendre conscience que nous faisons des choix plus ou moins éclairés, et cette voie-là va nous emmener vers, peut-être, des choix plus alignés du moins. Pas les bons, pas des choix en pleine conscience, mais une meilleure écoute de soi pour pouvoir faire des choix qui répondent plus à nos besoins et moins à nos désirs mimétiques, co-créés par la société ambiante, mais elle ne porte pas la pleine responsabilité, elle ne peut pas faire autrement. Les gens font bien ce qu'ils font, vont vers ce qu'ils aiment, qui eux-mêmes ont eu des désirs mimétiques, et tout un chacun joue son micmac là-dedans encore une fois. Et c'est cette écoute de soi qui va permettre une meilleure assise intérieure. Et cette pleine responsabilité et conscience de, au final, la vacuité inhérente, l'imperfection inhérente, l'incapacité à prendre un choix totalement éclairé qui va nous amener vers une forme d'assise intérieure. Voyez encore comme ce n'est pas une pleine responsabilité, ce n'est pas une pleine déresponsabilisation, c'est une conscience posée. Encore une fois, c'est plutôt la voie du milieu. Et en ce sens, avoir à conscience les deux parts du problème, voire 3, voire 4, encore une fois, si on utilise les méthodes de débinarisation que j'ai proposées en début de podcast, bref, voir plus large, élargir sa subjectivité, accéder à de l'intersubjectivité, pourquoi pas agrandir un petit peu le cercle de la subjectivité. Encore une fois, je vous renvoie vers le podcast 0 pour mieux comprendre ce sujet-là. De ce fait, une forme d'assise intérieure, calme, commence à naître. Et c'est tout le propos. Parce qu'au final, est-ce que la notion d'équilibre qu'on recherche tant, c'est réellement quelque chose de statique? Je vous le demande. Je ne pense pas.
Je ne pense pas pour moi, l'équilibre, c'est une phrase que j'ai souvent sortie et que je trouve parfaitement adaptée dans mon contexte, c'est un effort perpétuellement inconstant. La notion même d'équilibre reviendrait à dire que l'on serait sur un point fixe où rien ne bougerait. L'assise intérieure, qui est une notion plus adaptée, que je propose, car encore une fois la sémantique conditionne le psychisme, serait de participer à l'effort d'équilibrage permanent, pour rester sur ce point d'équilibre, en étant dans cette posture yogi, comme sur la miniature du podcast, assis intérieurement. Et pas, encore une fois, comme la posture du petit rat là, qui court, qui est essoufflé. Vite, faut que je reste en équilibre, voilà mon nouvel idéal du mois, faut que je sois en paix. Et au final, on s'en éloigne. Au contraire, accepter l'imperfection, accepter que la position statique idéalisée n'existe fondamentalement pas, et accepter qu'il n'y a pas le moment d'arrêt, de repos parfait, où on est en effet sur le point d'équilibre, il n'y a aucun effort à produire, mais qu'il y a en effet toujours un petit effort à mettre d'un côté ou l'autre de son bâton d'équilibriste pour pouvoir rester en équilibre sur cette slackline tirée entre le sommet des 2 monts les plus hauts du monde.